À quoi ressembleront les tribunes de demain? De nombreux ultras craignent d'être écartés des stades, à l'image de ce qu'il s'est passé au Parc des Princes. La tension est de plus en plus vive entre supporters et pouvoirs publics. Les interdictions de déplacement n'ont jamais été aussi nombreuses que cette saison. Une politique répressive que dénoncent les ultras, alors qu'il y a 2 mois, les députés ont voté le projet de loi à l'arrivée, prévoyant notamment le fichage des personnes indésirables. La France veut-elle éradiquer les ultras? C'est une enquête de Fabien Toiti. On sent que l'âge d'or est passé, qu'il y a de plus en plus de répression et que c'est de plus en plus difficile de vivre sa passion d'ultra en France. À quelques semaines de l'Euro 2016, notre job, notre responsabilité, au gouvernement comme au Parlement, c'est de tout faire pour éviter des incidents. Aujourd'hui, c'est le moment de dire aux supporters, écoutez, on réautorise les déplacements de supporters. Par contre, on sera extrêmement sévère sur les débordements. Je crois qu'il faut aussi qu'ils prennent conscience qu'en leur sang, en leur rang, il y a des personnes qui clairement sont potentiellement violentes. On voit ce climat qui commence à se resserrer envers tous les clubs. Et oui, clairement, les tribunes françaises sont en danger. Si vous finissez par dégoûter ces gens-là de venir au stade, vous aurez des stades morts. À Bastia, les messages de soutien et de colère s'affichent partout. Depuis 2 mois, des supporters corses réclament justice et vérité pour Maxime Beu. Le jeune homme de 22 ans a perdu l'usage de son œil gauche après de violentes altercations avec les forces de l'ordre en marge d'un déplacement du Sporting à Reims le 13 février. La version policière affirme que Maxime se serait blessé en tombant contre un poteau. Lui assure avoir été touché par un tir de flashball. Je vois quelqu'un qui me vise parce que, je sais pas, j'ai envie de dire, ça se sent. Et j'ai pas le temps de me retourner ou de me protéger ou quoi que ce soit, que je sens la douleur instantanément, qui est horrible. Et je m'écroule au sol avant d'être menotté, passer à tabac une première fois, après monter dans le camion, direction le commissariat pour attendre une petite heure avant d'être démenotté, amené aux urgences alors que la plaie est ouverte, l'œil sort est coupé en deux. Le parquet de Reims a ouvert une information judiciaire contre X pour violence volontaire. Ce qui s'est passé à Reims, on a l'impression que ça aurait pu arriver des dizaines de fois auparavant. Parce qu'à chaque fois, il y a un certain climat de tension avec les forces de l'ordre. Sincèrement, ça peut être même décourageant au bout d'un moment, parce que quand on voit ce qu'on risque physiquement, quand on voit ce qu'on risque judiciairement à un moment donné, les plus acharnés continueront, mais ça peut en décourager beaucoup. Hein. Le lendemain, à Bastia, un rassemblement en soutien au jeune homme a dégénéré. Des échauffourées ont éclaté devant le commissariat de la ville, opposant CRS et supporters corses. Cette affaire est l'un des symboles d'un climat de plus en plus tendu entre les pouvoirs publics et les groupes ultras. La France a-t-elle un problème avec ses supporters ? Comment lutter contre le hooliganisme sans éradiquer pour autant le mouvement ultra? Le problème qui me paraît extrêmement important aujourd'hui, c'est cet état de tension entre policiers et supporters. C'est-à-dire que les uns et les autres se considèrent comme des ennemis. Dans ce contexte-là de méfiance réciproque extrêmement forte, il suffit d'un tout petit problème pour que ça dérape. Après les incidents à Reims et en Corse,
le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve réaffirmera la détermination du gouvernement à lutter contre le hooliganisme. La France est-elle aujourd'hui touchée par ce phénomène? Comment dissocier hooliganisme et mouvement ultra? On est en colère que justement ceux qui créent vraiment le désordre ne sont pas ciblés par des mesures normales et que justement on fasse un espèce de raccourci en ayant des mesures un peu globales qui empêchent tous les supporters de supporter leur club. Je pense que les autorités retiennent ce terme de hooligan parce qu'ils englobent dans ce terme tous les supporters qui, à un moment ou à un autre, basculent dans une forme de violence. Il y a ceux qui s'appellent eux-mêmes hooligans, qui sont des bandes structurées, centrées sur cette recherche de l'affrontement, qui étaient très puissantes à Paris. Il y en avait d'autres dans quelques autres villes, notamment du nord et de l'est de la France, mais dans une moindre mesure que dans des pays proches comme l'Allemagne. Après, le phénomène massif en France, c'est le phénomène des ultras. Un ultra, je dirais que c'est un militant du foot, c'est-à-dire qu'il conçoit sa passion pour une équipe comme un engagement quasi idéologique. C'est la fidélité à son équipe, c'est chanter au stade, c'est passer sa semaine à organiser les animations pour le week-end. Tous les ultras ne sont pas forcément violents. Ils peuvent parfois passer à la violence et entretiennent pour certains une forme d'ambiguïté vis-à-vis de cette violence. Pour autant, les hooligans, là, c'est totalement différent. C'est une violence assumée, ritualisée. À l'initiative du ministère de l'Intérieur, un organisme a été créé en 2009 pour lutter contre les violences dans les stades de football. Il s'agit de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Il y a un mois, à Saint-Étienne, le commissaire Antoine Boutonnet dressait le bilan de la saison écoulée en Ligue 1 et en Ligue 2. Quelque part, le problème de sécurité concerne tout le monde, à la fois évidemment la puissance publique, mais aussi et surtout l'organisateur de la rencontre sportive sur lequel d'ailleurs pèse une responsabilité à l'intérieur de l'enceinte sportive. Donc l'idée majeure, si vous voulez, c'est de travailler en concertation et en coopération. Et effectivement, ça porte ses fruits. On a quand même une décrue au niveau des violences constatées dans et aux abords des enceintes sportives et des infractions que l'on a pu observer. Depuis la fin des années 2000, la France a opté pour une approche répressive et sécuritaire de la lutte contre les violences dans les stades. Un an après la création de la DNLH, des brigades spécialisées sont venues renforcer les dispositifs de sécurité. Plus de 400 policiers de la section d'intervention rapide interviennent chaque week-end en Ligue 1. En priorité, on fait les tribunes qui reçoivent des ultras. Et après, quand il y a des visiteurs, on vient se positionner côté COP visiteurs pour accueillir et palper les visiteurs. Inspection minutieuse des tribunes. Dans les toilettes, tout est inspecté 3 heures avant le début d'une rencontre. Des chiens spécialisés, formés à la détection de fumigènes, se positionnent à l'entrée des supporters. Une personne qui essaye de rentrer avec des objets interdits, notamment des fumigènes, elle est interpellée, conduite au poste de police et fait l'objet d'une procédure. 629 personnes ont été interpellées cette saison en Ligue 1 et en Ligue 2. 328 font l'objet d'une interdiction de stade. Un chiffre stable depuis 5 ans. Si les règles de sécurité à l'intérieur des tribunes se sont durcies depuis quelques années, le sujet de tension principal entre les supporters et les pouvoirs publics est l'augmentation du nombre d'interdictions de déplacement en France, qui a atteint cette saison un niveau record. C'est une mesure qui a été créée en 2011 pour interdire à tous les supporters d'un club de se déplacer à la rencontre où se déplace le club en question. La première année, donc en 2011-2012, il n'y a eu que 3 interdictions de déplacement. Ça a augmenté petit à petit. La saison dernière, on était à 39. Et cette année, en incluant la période d'état d'urgence, donc juste après les attentats où il y a eu des arrêtés globaux d'interdiction de déplacement, on en est aujourd'hui à plus de 204 interdictions de déplacement. Donc en 4 ans, on est passé de 3 à 204. Et même avant les attentats et la période d'état d'urgence, on était déjà à une trentaine d'interdictions de déplacement en 3 mois. Cette saison, le Paris Saint-Germain est le club le plus touché par les interdictions de déplacement de ses supporters, devant Nantes, Lens, Marseille et Saint-Étienne. Moins de déplacements et un arsenal juridique bientôt plus important pour encadrer les supporters. Les députés ont voté il y a 2 mois le projet de loi renforçant la lutte contre le hooliganisme et le dialogue avec les supporters, à l'initiative du député de Lyon, Guillaume Larrivé.
Je souhaite, avec mes collègues députés et avec le gouvernement, qu'on donne aux clubs de foot professionnels le pouvoir juridique de bloquer l'accès au stade et d'annuler la vente de billets d'un certain nombre d'individus qui sont là pour semer le désordre. Le projet de loi prévoit notamment la création d'un fichier de personnes indésirables qui permettra aux clubs de refuser la vente de billets à certains spectateurs. L'article 2 prévoit d'augmenter la durée des interdictions administratives de stade de 1 à 2 ans et de 2 à 3 ans en cas de récidive. Les clubs vont être davantage obligés de se positionner, de se responsabiliser et peut-être eux-mêmes de prendre ou en tous les cas d'aller chercher des sanctions ou en tous les cas d'aller chercher de prendre des décisions qu'ils n'auraient peut-être pas prises par le passé parce qu'ils se retranchaient derrière la force publique. Il fait porter la responsabilité au club. Je dis bien responsabilité au club. Encore une fois, d'exclure une certaine catégorie de supporters, sur quels critères personne ne sait. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la réponse est encore l'exclusion. La loi à l'arrivée s'appliquera à tous les sports collectifs et pour tous les clubs professionnels. Mais un seul a été auditionné par le Sénat, le Paris Saint-Germain. Ça répond à une problématique très particulière du PSG qui a été mise en demeure 2 fois par la CNIL de cesser des pratiques de fichage de supporters. Et ensuite, le Conseil d'État a annulé la transmission au club des fichiers de supporters et ça concernait, dans le cas présent, la préfecture de police de Paris et le club du Paris Saint-Germain. Ficher les supporters indésirables, la pratique pourrait bientôt être légale avec la loi à l'arrivée. Elle est dans les faits déjà appliquée par le Paris Saint-Germain. Depuis le plan Le Prou et la dissolution des associations parisiennes en 2010, le club de la capitale exerce un contrôle strict de ses supporters. Des anciens abonnés de la Tribune Auteuil ont accepté notre caméra lors du déplacement à Guingamp le 9 avril en Ligue 1. Chaque match du club à l'extérieur ressemble à un parcours du combattant pour ses supporters, avertis la veille du départ de la validité de leur billet. Jusqu'à hier soir, on ne savait pas qui partait. On ne savait même pas si nous-mêmes on partait. Et donc on a eu des places validées hier dans l'après-midi. Il y a eu des situations, on s'est retrouvé bloqué devant le stade avec des places valides. On nous interdit l'accès sous prétexte de ordre de la direction, c'est la seule réponse qu'on a. Ça fait 6 ans qu'on fait ça. On espère qu'un jour le dialogue pourra s'ouvrir et qu'ils comprennent qu'on ne lâchera pas et qu'on n'est pas là de toute façon pour leur nuire, on est là pour être derrière le club. 120 billets ont été invalidés par la billetterie du PSG pour ce déplacement en Bretagne. Contacté, le club parisien nous a confirmé son refus de délivrer des places à des supporters qu'il estime potentiellement violents. En 2010, après une année marquée par de graves violences et la mort d'un supporter, le PSG et les pouvoirs publics avaient pris des mesures drastiques et réussi le pari de pacifier ces tribunes populaires. Je pense que les autorités et les dirigeants de clubs ont fini par se dire tiens, si petit à petit, on n'adaptait pas certaines mesures du plan Le Prou à d'autres clubs qui de temps en temps nous posent problème, et on est entré dans une nouvelle phase, notamment en matière d'interdiction de déplacement. On voit cette volonté de prendre comme exemple le Paris Saint-Germain qui a aujourd'hui vidé ses tribunes, vidé l'âme de son stade, qui a mis dehors des milliers et des milliers de passionnés qui n'avaient qu'une seule envie, c'était de supporter leur équipe, le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, oui, il y a une volonté clairement d'imposer ce modèle-là dans tous les stades de France. On essaie d'aller chercher un public plus riche peut-être, et donc on se coupe aussi peut-être d'une certaine manière d'un football plus populaire, et c'est peut-être ça aussi le souci actuel. Je suis un ultra parisien, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Un football populaire en crise. Le phénomène a fait réagir des artistes qui ont fréquenté les tribunes du Parc des Princes et qui aujourd'hui vivent leur passion dans les divisions inférieures au Paris FC, modeste club de Ligue 2. Tout le monde en est victime, surtout à Paris. Liberté pour les ultras,
Quand je vois le nouveau Parc des Princes, je suis pris de nostalgie, voire de peine, parce que j'ai vécu beaucoup de moments. Il y a toujours un brin d'amertume quand je repasse à l'ancien parc, donc j'ai fait un son pour en parler. Quelques jours avant l'adoption de la loi Larrivé à l'Assemblée nationale, un événement avait jeté le trouble sur les comportements de supporters ultras. Le 30 janvier, en Ligue 2 au Havre, des supporters lensois et les forces de l'ordre se sont affrontés violemment dans les coursives du stade Océane. Des scènes qui ont fait écho aux incidents qui avaient suivi le match entre Reims et Bastia. La rencontre Le Havre-Lens, elle exprime justement tout le besoin de dialogue autour des supporters. Lors de cette rencontre, il avait été évoqué une éventuelle interdiction de déplacement des supporters lensois au Havre. Donc les supporters lensois, plusieurs groupes, et les supporters havrais ont dit « Nous nous entendons très bien, nous n'avons pas de problème, il n'y aura aucune rivalité, aucun incident de sécurité entre nous. Donc merci d'autoriser le déplacement et de nous donner les conditions d'encadrement pour qu'on vienne. » Donc les lensois ont accepté avec la préfecture, il y a eu un accord, et il y a eu un point de rendez-vous pour les bus, des règles. Et arrivé sur place, les règles qui avaient été prévues avec la préfecture n'ont pas été les règles qui ont été imposées par les forces de l'ordre sur place. Cet incident de Le Havre-Lens et celui de Reims-Bastia montrent l'intérêt non pas de renforcer la répression, mais au contraire d'équilibrer les choses et d'anticiper les problèmes. Il faut des mesures répressives qui soient ciblées sur les problèmes graves, sur les violences, qu'on ne laisse pas passer des actes graves sans les sanctionner, mais il faut en même temps prévenir les problèmes. Pour répondre à la nécessité de créer un dialogue avec les autorités, une quarantaine d'associations se sont regroupées en 2014 au sein de l'Association nationale des supporters. Depuis des mois, ces membres ont multiplié les entretiens avec les pouvoirs publics et les députés pour tenter de rééquilibrer la loi Larrivé. Les sénateurs les ont reçus quelques heures avant le passage du texte au Sénat. L'idée n'est pas d'être contre cette loi et de la bloquer, mais de mieux la cadrer et qu'elle soit qu'elle soit plus proche des réalités du terrain que nous on connaît, de la gestion des supporters. On n'a pas été souvent mis à contribution pour donner notre avis, ça c'est l'occasion ou jamais. Ces médiations entre les supporters et les élus ont permis d'ajouter un volet préventif à la loi Larrivé, avec l'instauration au sein des clubs d'un référent supporter qui servira de médiateur entre le club et les associations, et la création d'une instance nationale du supporterisme. L'une des réussites indirectes de la politique très fortement répressive de ces derniers mois, ça a été d'obliger les groupes ultras à se structurer à l'échelle nationale, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire depuis une quinzaine d'années. C'est pour ça que personnellement, je trouve que l'initiative de l'Association nationale des supporters est une très bonne initiative. C'est-à-dire qu'on a des groupes qui se rassemblent, qui dénoncent ouvertement la violence. C'est la première fois en France qu'une coordination nationale d'ultras s'oppose très clairement à la violence, dénonce certains faits violents. Les clubs professionnels se sont réunis à Paris début avril pour évoquer la problématique du supporterisme en France et tenter de trouver une issue favorable aux interdictions de déplacement qui touchent leurs supporters. C'est pour poser les bases d'un dialogue, c'est-à-dire qu'on voudrait y associer les autorités de police, les pouvoirs publics, les autorités sportives, ligues, fédérations, mais aussi les supporters. Pour qu'on puisse enfin se mettre autour de la table et puis poser les choses telles qu'elles sont réellement. On va avoir l'Euro. L'Euro, il va y avoir des déplacements de supporters dans toutes les directions, de gens qu'on ne connaît pas, venant de tous les pays, avec une dangerosité qu'on ignore. Mais déjà, on a peur de supporters français qui se déplacent dans les stades, mais à la limite, si vous en avez peur, confrontez-vous à la réalité. Je trouve ça aberrant. Des supporters adverses de moins en moins présents dans les tribunes et des stades de Ligue 1 qui sonnent parfois creux. Selon des chiffres publiés par la Ligue de football professionnel, les nouvelles enceintes françaises construites pour l'Euro, notamment à Bordeaux, Nice et Lille, affichent un taux de remplissage inférieur à 50%. Même s'il y a eu effectivement des excès en termes de violence, les dirigeants du foot français et les autorités, notamment policières, jouent un jeu dangereux en ce moment. C'est-à-dire que en axant tout sur la répression et en interdisant des déplacements qui parfois, franchement, ne présentent aucun risque, eh bien, on met en danger l'ensemble du football. Si vous finissez par dégoûter ces gens-là de venir au stade, vous aurez des stades morts. Le dialogue, entamé cette année, pourrait pour la première fois déboucher sur une entente réciproque entre les pouvoirs publics et les ultras,
qui se renvoie depuis toujours la responsabilité d'un échec retentissant. À quelques semaines du début de l'Euro et de la venue de plus de 7 millions de fans, il serait temps que la France démontre qu'elle n'a pas de problème avec ses supporters.